c'est reparti. Les Alpes japonaises, c'est terminé. On quitte notre petit appartement de Kanazawa, loin du ryokan, mais idéalement situé avec un parking. Et pour 15 € la nuit, on n'allait pas jouer les difficiles, donc autant dire qu'on était plutôt contents. Mais trêve de bavardage, la route nous attend. On quitte donc les Alpes japonaises pour une descente vers les villes les plus touristiques de notre séjour, à savoir entre autres Kyoto. Mais avant, nous faisons un arrêt sur le chemin à Echizen, un village plein d'artisans et connu notamment pour sa fabrication de couteaux, et où on peut y voir justement les ouvriers en plein travail. Mais Echizen, c'est aussi une ville connue pour son papier washi. Et c'est dans une petite boutique que la gérante nous a proposé gentiment d'aller observer les travailleurs à l'arrière du magasin. Et avec mes quelques mots de japonais et un peu de traducteur, elle a agréablement répondu à nos questions. Une belle visite imprévue, et c'est ça aussi la magie des voyages. Avant de reprendre la route, nous sommes allés manger. À Echizen se trouve une usine de soba. Et en plus de voir toute la chaîne de production, on peut aussi en déguster. Et le petit plus, c'est qu'un des employés est très robotisé. Un bal arrêt avec, on doit le dire, peu de touristes, comme ce qui va suivre d'ailleurs. Nous sommes à Kyoto, mais avant de rejoindre notre hébergement, on a fait une halte dans un lieu dédié aux chats. Des félins, du sol au plafond, en taille réduite ou géante. C'est un vrai culte et rien que pour l'originalité du lieu, ça vaut le coup de s'y arrêter. On termine la journée en récupérant notre logement à Kyoto, un hébergement en particulier puisqu'il s'agit d'un dog café. Alors pas forcément comme vous l'imaginez, ici pas de chien à l'excès qu'on peut câliner, mais en revanche une pensionnaire bien installée où tout est à son effigie. Le monsieur assez âgé qui tient droit est adorable et si vous êtes dans le coin, pas besoin forcément d'y séjourner pour venir discuter et prendre un café. En revanche, ça sera en japonais ou alors en langue des signes. La journée n'est pas terminée, alors on décide d'aller s'aventurer de nuit à Fushimi Inari. Et quelle ambiance! Les milliers de torii et la forêt de bambous nocturne ont un aspect très particulier, quelque peu mystique. Et comme peu de monde tente l'aventure, c'est d'autant plus appréciable. Un nouveau jour se lève à peine à Kyoto, et pas le temps de faire une grasse matinée. C'est un des seuls jours du séjour où on a pris l'option de se lever très tôt. Même si la ville est bien desservie, on remarquera que c'est quand même plus complexe en comparaison de Tokyo. À 7h du matin, les rues de la ville, dites victimes du surtourisme, sont quasi vides. On fera un arrêt à la pagode de Shureto, iconique, où on commencera à rencontrer un tout petit peu de monde. La ville étant grande et notre séjour très réduit justement à cause de tout ce qu'on avait entendu sur Kyoto, nous avons dû faire des choix. Ce sera donc le Kiyomizu-dera que nous privilégierons. En venant dès l'ouverture, nous avons évité la foule qui arrivera à notre sortie avec notamment beaucoup de scolaires.
Après un arrêt café, nous prenons la direction du quartier de Gion. À cette heure de la journée, il n'est pas très fréquenté. On en profite pour admirer l'architecture japonaise. Puis, comme une fois n'est pas coutume, nous retournerons à Fushimi Inari, non sans anecdote, car en prenant un train Limited Express, on a failli entamer notre descente vers Osaka un peu plus tôt que prévu. Mais après avoir retrouvé nos chemins, retour vers les milliers de torii qui sont aussi admirables de jour. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une célébration particulière pour le lieu. Mais la file d'attente étant très importante, on décide plutôt d'aller gravir la petite montagne, non sans mal, car il fait chaud même en novembre. Comme beaucoup l'expliquent, une fois passés les premiers immenses torii, on se retrouve vite en dehors de la foule. Et si on évite de passer uniquement sur le chemin principal, eh bien vous n'aurez personne. Un conseil tout de même, pensez à prendre de quoi vous hydrater. Je joue. En continuant notre errance dans Kyoto, on découvrira un immense sanctuaire pour finir cette journée. On passera entre autres par le marché qui était particulièrement rempli de touristes, et pas seulement d'ailleurs, mais on passera également par la gare et on se laissera tenter par des ekibento, car bien que nous ne prenions pas le train pour ce voyage, la réputation de ces petits plats n'a pas sa réputation à faire, et puis à l'auberge, on est en si bonne compagnie qu'il serait dommage de s'en priver. Cette petite escapade à Kyoto est déjà terminée, direction à présent Nara, l'ancienne capitale du Japon qui aujourd'hui est connue pour ses biches en totale liberté et plutôt très amicales. Non, mais on traverse au passage piéton. Un petit peu d'adolescent. Biche, temple et touristes, un combo gagnant à Nara, mais il faut déjà reprendre la route. Ce soir, ce sera direction Osaka. Mais avant, j'avais repéré un temple, le Shogo Sanshiji, qui se trouve dans la ville de Ikoma. Un temple avec un hôte un peu particulier, vous en conviendrez.
À quelques minutes seulement de Nara, les visiteurs s'y font rares. Pourtant, ici l'ambiance est extraordinaire. Et si le chemin pour accéder au sommet est encore une fois bien sportif, la vue vaut le détour. Après cet arrêt incroyable, on rentre dans la plus que vibrante Osaka. Initialement, on avait prévu d'y passer 2 nuits, mais pour diverses raisons, on a réduit le séjour. Si on devait prendre part à la fameuse bataille opposant Osaka et Tokyo, il faut l'avouer, on serait plus partisan de l'équipe Tokyo, même si Osaka est très vivante. Les décors des façades sont sublimes et la nourriture y est très bonne. Mais là aussi, on a rarement, voire jamais mal mangé pendant notre séjour au Japon. C'est donc après une nuit pas forcément reposante qu'on visite quand même un temple emblématique de la ville avant de reprendre la route. Direction Hiroshima et entre autres Fukuoka.